dans cette première vidéo, nous allons donc d'abord aborder l'impact des politiques sur l'implantation des grandes surfaces. Donc, la première question, c'est moi qui vais vous la poser. Donc, on va commencer directement. Donc, parmi les lois que vous énumérez dans votre livre, quelles sont celles qui ont eu l'impact le plus significatif, positivement ou négativement, bien entendu, sur l'implantation des grandes surfaces? Et dans la même question, donc je vais rajouter, pourriez-vous nous expliquer comment ces lois donc, ont influencé les implantations des grandes surfaces? Alors tout d'abord, bonjour, hein, merci de nous recevoir tous les Bonjour trois. Martine et Claude. Donc, Donc alors à votre France question Réveille-toi. Donc tiens d'abord à vous remercier d'avoir concernant accepté les lois et si de elles ont réaliser cette été interview positives et ou de répondre donc à négatives, l'ensemble de nos eh ben, nous, on questions. répond que depuis 70 ans, le législateur n'a jamais pris en compte les droits des commerçants et des artisans. Donc, on peut dire que les lois sur l'urbanisme commercial, elles n'ont été que favorables à la grande distribution et elles ont toujours été défavorables, voire même avec des effets très négatifs sur le commerce de proximité, voire l'élimination programmée de la petite concurrence. Je dirais même en bande organisée, hein, puisqu'on a le maire, le préfet, les ministres, enfin tout le monde s'y met pour éliminer le commerce de proximité. Et naturellement, sans aucune indemnisation, parce que ce n'est pas le tout d'éliminer les gens, c'est que les gens sont complètement éliminés, ruinés, ils disparaissent dans la plus totale ignorance. Donc, je vais repartir au début, si vous voulez. Donc, tout commence en 1959, hein, quand Leclerc veut supprimer tous les intermédiaires, faire des précassés, avoir des parkings, acheter directement aux fabricants. Donc là, on est en 1959. Il faut savoir qu'en 1970, il y a 800 enseignes de supermarchés. Et aujourd'hui, il reste que 6 groupes qui détiennent 85% du marché. Donc, on voit qu'en 50 ans, comment on a écrémé les indépendants. Ils ont racheté, naturellement, à chaque fois, c'est l'abus de position dominante. On affaiblit les concurrents et on rachète si on rachète. Donc, aujourd'hui, si la France détient le record du plus grand nombre de mètres carrés par habitant, c'est qu'on est arrivé à une telle concentration. Avec l'argent, ils ont pu acheter l'élimination des autres. Et le monde politique, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, ils n'ont jamais voulu faire appliquer les règles du commerce. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai vu William qui voulait nous Oui, poser une question. Poursuivre. Merci. voilà. Donc, William Beaumont, pour être précis, secrétaire général de France Réveille-toi. Donc, en accord avec et en soutien à votre combat trentenaire, si j'ai bien compris. Donc, une question technique. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les lois figurant dans votre liste qui sont encore en vigueur aujourd'hui en France? La liste, voilà, si elle passe bien à l'écran, c'est ce bouquin, 418 milliards. Alors, pour nous, il n'y a qu'une seule loi, hein, c'est la loi d'origine. Hein. C'est l'article 1er de la loi Royer, qui, de toute manière, a été jugée loi constitutionnelle et qui permet de préserver la liberté d'entreprendre. Mais surtout, donc, ça a été transposé, la liberté d'entreprendre doit s'exercer dans le cadre d'une libre et claire concurrence, claire et loyale concurrence. Et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permettent l'extension et l'expansion de toutes les formes de commerce. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que tout a été fait pour favoriser la grande distribution. Et aujourd'hui, donc, on retrouve les textes originaux de l'article 1er de la loi Royer dans le Code du commerce, dans l'article 750 et 751-1. Donc, c'est toujours pareil, on est dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le gouvernement veille au développement équilibré de toutes les formes de commerce, mais quand on voit dans l'action, c'est totalement, complètement différent. Alors, sauf en plus, c'est qu'il n'y a personne qui est obligé de contrôler la grande distribution pour qu'elle exerce dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Des millions de mètres carrés de grandes surfaces illicites sont sur le territoire. Le gouvernement n'a rien fait pour permettre le développement équilibré des différentes formes de commerce.
puisque les services instructeurs et les commissions ont interdiction de vérifier les déclarations de la grande distribution dans ces demandes de dossiers d'implantation, et les gouvernements ne suivent pas les surfaces illicites. Et en plus, il fait des circulaires scélérates pour que les lois ne puissent pas appliquer les lois. Donc, on a une question maintenant de Gérard. Donc, je t'invite à la poser. Bonjour Martine, bonjour Claude, je suis Oui. le vice-président de France Réveille-toi. Effectivement, après la lecture de votre livre et les deux premières questions, sur quel levier peuvent agir les élus locaux pour limiter les nouvelles implantations de la grande distribution? Ce sera ma première question. La deuxième, est-ce que cela comprend la limitation de la taille et de l'implantation, la prise en compte de l'impact environnemental, le maintien des commerces de proximité et l'aménagement du territoire? Merci pour votre réponse. Oui, Gérard, donc les élus locaux peuvent agir s'ils ont envie d'agir, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, et s'ils voulaient respecter la loi. Et nous, à force d'expertiser les dossiers, on s'aperçoit que de toute manière, ils n'en ont rien à faire des règles de PLU. Certes, ils ont les moyens, ils ont tous les moyens pour limiter les nouvelles implantations de la grande distribution, mais le problème, c'est que certains élus contournent la loi, contournent les règles du PLU, contournent les règles du PPRI, et toujours pour favoriser les implantations de la grande distribution, quand ils signent les permis de construire irréguliers. Alors, il est où le contrôle? Le contrôle des préfets. Donc, le préfet, normalement, a le contrôle de légalité pour voir si les élus ont bien respecté les plans locaux d'urbanisme, les plans de prévention des risques et tout. Et ce qui permettrait aussi de vérifier la limitation des tailles des établissements, puisqu'on a les emprises au sol, les emprises de construction, les autorisations de construction. Et là, le travail du préfet n'est absolument pas fait, puisque les préfets, même si les permis de construire sont irréguliers, ne les défèrent jamais devant les tribunaux, sachant que les commerçants n'ont aucun droit pour saisir les juges. Tous les excès de pouvoir des élus locaux sont permis en toute impunité. Donc, je vais reprendre votre deuxième question. Donc, est-ce que cela comprend la limitation de la taille d'implantation et le maintien des commerces? Donc, eh bien, c'est ça, hein. Quant au maintien du commerce de proximité et de l'aménagement du territoire, c'est fixé par le SCOT, le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme. Donc là, ça fixe les règles parce qu'il y a des documents d'aménagement artisanal et commercial qui sont établis pour savoir les besoins du consommateur. Mais là, on voit bien que de toute manière, là encore, les élus se moquent totalement des avis des agents du SCOT et qui ne regardent pas si la réglementation du PLU est respectée. Alors en plus, ces élus locaux, ils demandent des aides financières pour maintenir le commerce de proximité. On le voit bien à coup de grands renforts. On vous dit, Édouard Philippe avait dit, on va remettre 5 milliards sur 5 ans, 5 milliards dans les centres-villes et autres. Mais en même temps qu'il touche ces subventions, il redonne des autorisations. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. J'ai répondu à votre question? Très bien, merci. Je vous remercie, Martine. Alors moi, j'ai une nouvelle question, mais je crains de connaître la réponse. Est-ce qu'il existe des études qui établissent donc une corrélation entre le nombre de petits commerces qui ont été amenés à fermer et l'implantation des grandes surfaces? Ben, absolument pas. Il n'y a absolument pas de corrélation. Il n'y a absolument aucun rapport après l'ouverture d'une grande surface. Par exemple, à Marignane, quand Leclerc a ouvert, il y a eu 60 commerçants qui ont fermé. Donc là-dessus, c'est totalement l'omerta. Il n'y a aucun rapport de fait pour établir la corrélation quelques mois après l'ouverture de la grande surface, hein, puisque de toute manière, on voit bien que pendant l'ouverture, ils vont faire des prix d'appel pendant 15 jours pour concurrencer l'hypermarché qui est à côté. Donc pendant ce temps-là, c'est l'hécatombe. Et avec la fermeture et des liquidations en chaîne,
Donc, il n'y a aucun rapport hein, par rapport à l'ouverture et par rapport aux liquidations en chaîne. Par contre, nous, sur le terrain, nous, on a fait les rapports. On a fait les rapports sur 7 dossiers par rapport à ce qui était prévu, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain et par rapport au nombre d'emplois qui étaient prévus. Parce qu'à l'époque, on prévoyait aussi qu'ils allaient créer tant d'emplois. Et 6 mois après, quand on faisait des constats sur le nombre d'emplois, eh ben, ils avaient employé que la moitié des employés qui avaient été prévus. Et de surcroît, tous les emplois qui ont été supprimés dans le commerce, non seulement dans le commerce, mais aussi par ricochet par les fournisseurs aussi des petits commerces, ben ça n'a jamais été pris en compte. Donc, aucun jugement. Alors déjà, sur l'implantation de la surface, hein. Donc, il n'y a aucun jugement contre le permis de construire, même s'il est irrégulier, puisque le préfet ne fait pas de recours et puis que les commerçants ne peuvent pas faire de recours. Alors, les tribunaux de commerce, eux, eh bien, ils n'en ont rien à faire, hein. Ils se contentent de liquider les entreprises. Ils ne recherchent pas les causes de ces liquidations. Ils ne recherchent pas si c'est de la concurrence déloyale, si l'autorisation de la grande surface a été obtenue dans la règle, parce que bien souvent, les personnes sont en liquidation avant que le jugement sur la légalité de l'autorisation est fait. Et donc, les tribunaux de commerce, ben, de toute manière, c'est l'hécatombe. Hein. On liquide les biens, on liquide les fonds, on liquide l'outil de travail, les emplois, le licenciement. C'est la ruine des familles et en pure perte. Et naturellement, sur ce travail-là, il n'y a aucune indemnité pour les commerçants et les artisans. Donc, aucune analyse des conséquences de la destruction de l'économie locale. Pour les pertes, alors il y a aussi après les ricochets, vous avez les propriétaires. Les propriétaires, ils se retrouvent avec les beaux commerciaux, les propriétaires dans les centres-villes, on voit bien qu'ils n'entretiennent pas leur commerce, les commerces qui sont complètement abandonnés. Et c'est un manque à gagner pour, oui. pour les impôts. Donc, c'est la dégradation de leurs biens, c'est l'insécurité visible dans les rues, parce que quand vous vous baladez et que vous avez 5-6 commerces en enfilade qui sont fermés, ben, c'est une insécurité. Donc, les décideurs locaux ont fait le choix de mettre, ils ont fait le choix, les décideurs locaux, ils préfèrent mettre des caméras plutôt que de maintenir le commerçant pour avoir le dynamisme de leur centre-ville, l'éclairage des boutiques, la propreté, puisque de toute manière, on sait très bien que les commerçants, ils nettoyaient leur trottoir, ils nettoyaient les vitres. Donc, la propreté des points de vente, l'activité, l'animation, et surtout, ce qu'on a perdu énormément, c'est le tourisme urbain. Puisque avant, vous aviez des gens de la campagne, ils venaient dans les centres-villes et ils aimaient se balader, de voir les boutiques ouvertes, illuminées et tout ça. Donc, voilà. Et en plus, ce qu'il y a de mieux, c'est que cette activité, cette animation, ben, ça permettait aux voyous de ne pas s'installer. Hein, parce que quand on voit les voyous qui tiennent le pavé, qui tiennent le lampadaire ou autre, eh bien, voilà, c'est toutes des conséquences qui n'ont jamais été analysées et répertoriées dans leur globalité. Okay. Donc, les conséquences, c'est ce que j'ai dit. Hein. Alors après, oui, donc vous nous demandiez si c'est pourquoi est-ce qu'il y avait des rapports. Ben, naturellement, ils n'ont pas intérêt à faire un rapport. Parce que s'ils faisaient un rapport sur les conséquences de l'implantation de la grande distribution, avec la fermeture des commerces, la destruction des centres-villes, ça voudrait dire pour eux de reconnaître leur responsabilité pénale de ceux qui ont voté favorablement pour l'implantation d'une grande surface. La dégradation programmée en bande organisée, parce qu'il faut toujours dire que cette dégradation est en bande organisée. Et surtout, bon, c'est l'omerta à tous les niveaux depuis 50 ans pour ne jamais… Parce que le but aussi, c'est de ne pas indemniser les victimes. Parce que quand on a un problème, on crée un problème, on cherche toujours comment on indemnise les personnes victimes. Mais eux, pourquoi ils n'ont jamais fait de rapport? C'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître les victimes qu'ils ont créées. Ben, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc, c'est désespérant. J'ai vu William Oui. qui voulait Ben, poser du une coup, j'ai question. entendu omerta. On a bien l'impression que quand on veut des données officielles, on n'en a pas. Quand on veut y voir clair, ben, finalement, c'est sur votre travail qu'il faut s'appuyer. Donc, le travail de l'association en toute franchise.
Voilà. Et donc, une question concrète, si on veut savoir quel est le nombre d'hypermarchés, de supermarchés qui ont été créés dans la métropole. Alors, on entend métropole ici, votre périmètre principal de travail qui est la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sachant que vous ne travaillez pas que sur ce périmètre-là. Donc, connaissez-vous le nombre d'hypermarchés et de supermarchés dans la métropole actuellement? Alors, avant on avait les données de la Direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes qui étaient publiées sur les sites de la préfecture dans le cadre du schéma de développement commercial. Depuis 2009, ils ont supprimé ce schéma de développement commercial et ils ont supprimé toutes les données au public, parce qu'eux, ils les ont, hein, ils s'arrangent. Hein. Mais nous, en tant que public, si on veut des informations, on ne les a pas. Donc, nous, on a… nous avons les informations parce que nous, on achète les données auprès d'organismes. Hein. Par exemple, auprès des LSA, ils sortent tous les ans l'inventaire des surfaces. Donc, ils sortent un atlas. Donc là, nous, on l'a par département. Donc, nous, les références que l'on a, c'est les hypermarchés et les supermarchés, mais on les a par département et ils les classent tous par département. Hein. Donc, nous, le dernier inventaire qu'on a, c'est celui de 2020 pour 2 millions d'habitants. C'est pareil, ils ne référencent que les surfaces connues, hein, parce que les surfaces illégales, elles ne sont pas référencées non plus. Hein. Donc, ne sont pas comptés dans les mètres carrés que je vais vous dire, que je vais vous citer, hein, ceux des parkings, hein, parce qu'il y a la surface de vente, les réserves, les parkings, leurs entrepôts, des infrastructures, les stations-service, les stations de lavage, les ventes de véhicules, des réserves, des annexes et des drives. Donc, on voit bien que la part, comment ça s'appelle vous vouliez le savoir, le nombre d'hypermarchés et Oui, la part finalement émergée est minime par rapport à l'occupation des sols totales, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en alimentaire, on va avoir 659 549 mètres carrés pour 61 magasins bio, 40 hypermarchés, 166 supermarchés, 93 hard discount. Et après, à l'intérieur, ils ont aussi des drives et d'autres circuits. Hein. Je peux vous donner aussi le bricolage. Hein. Il y a 44 établissements pour 192 000 mètres carrés. Alors, il faut savoir aussi que le bricolage, c'est des énormes entrepôts. Hein. La culture, c'est 17 établissements, 22 000 mètres carrés. L'électro, 32 établissements pour 62 000. Les jardineries, 26 établissements pour 105 000 mètres carrés. Les jouets, 26 établissements pour 20 000 mètres carrés. Les meubles, 29 établissements, mais il y a peut-être eu des Ikea en plus, 69 000 mètres carrés. Les établissements de mode comme, comment ça s'appelle, Kiabi et autres, donc c'est 71 000 mètres carrés. La puériculture, c'est que 6 500 mètres carrés. Donc, on voit bien que pour les enfants, il n'y a pas grand-chose. Le sport, 77 000 pour 58 établissements, soit 1 286 119 mètres carrés. Voilà, ça c'est pour on dit bien que la partie émergée, que